Cette semaine, la Russie et la Biélorussie ont lancé les plus grands exercices nucléaires conjoints de l'histoire moderne. 65 000 soldats, 200 lanceurs de missiles, 13 sous-marins. Et, au centre de tout cela, se trouve la Biélorussie, un pays qui était récemment neutre et qui aujourd'hui pointe des ogives vers l'Europe. Mais ce que les journaux télévisés n'expliquent pas, c'est ce qui se cache derrière tout cela. Parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé par un choix qu'Alexandre Loukachenko a fait il y a des années et sur lequel il ne peut plus revenir. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons revenir à août 2020. La Biélorussie était en feu, pas littéralement mais presque. Après une élection présidentielle que le monde entier a considérée comme une fraude, le peuple est descendu dans la rue. Il y a eu des semaines de manifestations. Des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues dans tout le pays. C'était le plus grand mouvement populaire que le pays ait vu depuis des décennies. Les ouvriers d'usines ont cessé le travail, les fonctionnaires sont descendus dans la rue, les femmes ont formé des chaînes humaines sur les avenues. Loukachenko semblait fini. Le monde attendait sa chute. Mais alors, il y a eu ce coup de fil. Poutine a appelé et a fait une offre que le dictateur ne pouvait pas refuser. Soutien politique, des milliards d'aides financières et, si nécessaire, un appui militaire. En échange, la Biélorussie deviendrait de plus en plus dépendante de la Russie. Loukachenko a accepté. Les manifestations ont été réprimées violemment. Des milliers de personnes ont été arrêtées. Il a survécu. Mais, à ce moment-là, sans signer aucun papier, sans discours officiel, il a abandonné quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. La souveraineté de son propre pays. Le peuple qui est descendu dans la rue pour renverser Loukachenko ne savait pas qu'en échouant, il ouvrait la voie à quelque chose de bien pire. Non seulement le dictateur au pouvoir, mais un dictateur qui devait désormais tout à Poutine et qui ferait payer cette dette au pays tout entier. Et tu sais ce que fait Poutine quand quelqu'un lui doit une faveur de cette ampleur? Il fait payer lentement, par tranches. La première tranche a été payée en février 2022. Lorsque Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, il avait besoin d'un passage par le nord. La Biélorussie avait cette frontière. Et Loukachenko a ouvert les portes. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Des troupes russes ont traversé le territoire biélorusse et ont tenté de prendre la ville de Kiev en quelques jours. La tentative a échoué. L'armée ukrainienne les a repoussés. Mais le message était inscrit dans l'histoire. La Biélorussie n'était plus un pays neutre. C'était une rampe de lancement. Mais la dette ne s'est pas arrêtée là. Au fil des années suivantes, la présence russe dans le pays s'est accrue discrètement, presque invisible. Des antennes et des équipements russes ont commencé à apparaître sur les toits d'immeubles résidentiels ordinaires dans les villes biélorusses. Ce n'étaient pas des équipements de téléphonie, c'étaient des systèmes qui aidaient à guider les drones Shahed, des armes russes utilisées pour attaquer des villes ukrainiennes, jusqu'à leur cible dans l'ouest du pays. Le peuple ordinaire de Biélorussie a été transformé en bouclier, sans même le savoir. Puis est venue la part la plus lourde de toutes. En décembre 2025, la Russie a installé le système de missiles Oreshnik sur le sol biélorusse. L'Oreshnik est un missile hypersonique à capacité nucléaire. Il vole à plus de 10 fois la vitesse du son. Il est si rapide qu'aucun système de défense au monde n'est capable de l'intercepter. Il atteint des cibles jusqu'à 5000 km. Pour vous donner une idée, tiré depuis la Biélorussie, il atteindrait Berlin en moins de 10 minutes. Cela place pratiquement toute l'Europe à portée de tir de cet armement, provenant d'un pays qui, il y a peu, assurait au monde ne vouloir faire la guerre à personne. C'est précisément avec ce système que les exercices de cette semaine ont été menés. 65 000 militaires, 200 lanceurs de missiles, 140 aéronefs, 13 sous-marins. La plus grande opération nucléaire conjointe de l'histoire entre les deux pays, présentée au monde comme un simple exercice de routine.
Mais rien de tout cela n'est routinier. Et voici le détail qui passe inaperçu au milieu de tout ce vacarme. Parce que, pendant que le monde regarde les exercices nucléaires, Loukachenko mène une manœuvre distincte, en parallèle, ce qui peut être encore plus révélateur sur ce qui va suivre. Le 12 mai, lors d'une réunion avec son ministre de la Défense, il a déclaré que la Biélorussie allait mobiliser ses unités militaires pour les préparer à des opérations de combat. Plus de 6000 réservistes ont déjà été inspectés. Loukachenko a présenté un plan pour moderniser son armement au cours des 5 prochaines années. Des routes sont en cours de construction le long de la frontière avec l'Ukraine. Des positions d'artillerie sont en train d'être installées à cette même frontière. Et Loukachenko l'a dit très clairement. Nous nous préparons tous à la guerre. Si Dieu le veut, elle pourra être évitée. Quand un dictateur annonce qu'il se prépare à la guerre et dans la même phrase demande à Dieu qu'elle n'ait pas lieu, on comprend déjà l'ampleur du problème. Parce que ce n'est pas un dirigeant qui planifie une attaque de son propre gré, c'est un homme qui sent qu'il n'a pas le choix. Et la question qui reste en suspens est, qui se trouve de l'autre côté de ce choix ? L'Ukraine a déjà la réponse. Zelensky a publiquement averti que la Russie semble essayer d'entraîner la Biélorussie dans la guerre. Et il y a 3 façons concrètes dont cela peut arriver, chacune ayant des conséquences différentes pour le conflit. Le premier scénario est le plus probable à court terme. La Biélorussie mobilise ses forces et les positionne le long de la frontière avec l'Ukraine sans la franchir. Imaginez des colonnes de véhicules militaires, des chars et des transports de troupes stationnés à quelques kilomètres du territoire ukrainien, jour après jour. À première vue, cela semble moins grave qu'une invasion. Mais ce n'est pas le cas. L'Ukraine ne peut pas simplement ignorer une armée positionnée aussi près. Elle serait obligée de déplacer des soldats de la frontière Est pour couvrir la frontière Nord. Et c'est justement à la frontière Est, à Donetsk, que la Russie exerce une pression maximale en ce moment. Couvrir un autre point, en affaiblissant cette ligne, c'est exactement ce que veut Vladimir Poutine, sans avoir besoin de tirer un seul coup de feu depuis la Biélorussie. Mais, si le premier scénario est déjà préoccupant, le second est encore plus direct. Avancer en direction de Kiev. Imaginez une colonne de troupes descendant du nord, par des routes ouvertes, en direction de la capitale ukrainienne, qui se trouve à moins de 170 km de la frontière biélorusse. En 2022, la Russie a tenté d'emprunter cette même route et a été repoussée. Mais la situation aujourd'hui est différente. L'Ukraine compte plus de 4 ans de guerre. Ses ressources sont limitées. Et une colonne venant du nord ouvrirait une route différente des zones de combat les plus intenses à l'est. L'Ukraine se prépare. 14 000 soldats sont positionnés à la frontière nord et plus de 1000 km de fortifications ont été érigés le long de cette ligne. Pourtant, toute avancée dans cette direction obligerait l'Ukraine à retirer des soldats d'autres points où ils sont grandement nécessaires. Et il y a une deuxième conséquence que peu de gens prennent en compte. Si la Biélorussie franchit la frontière, la Pologne et la Lituanie, membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, auront un voisin en guerre actif à leurs frontières. Cela change le calcul de toute l'Alliance. Et, si les 2 premiers scénarios ressemblent à une guerre conventionnelle, le troisième est différent. Il est plus silencieux, plus patient, et peut-être le plus efficace de tous. Au lieu d'une avancée massive, de petites unités biélorusses seraient envoyées secrètement dans l'ouest de l'Ukraine. Des petits groupes, sans uniforme, sans formation de combat, chacun avec une cible spécifique. Un pont, une voie ferrée, un dépôt de carburant. L'objectif ne serait pas de conquérir du territoire, ce serait de paralyser. Couper les routes par lesquelles arrivent les armes et le ravitaillement venant d'Europe occidentale. Si ces corridors sont détruits, l'impact se répercute sur toute la ligne de front. Sans munitions,
sans pièces de rechange, sans carburant. Même le soldat le mieux entraîné ne peut plus se battre. Beaucoup d'analystes pensent que c'est du bluff, que Loukachenko aboie, mais ne mord pas. Et il est très probable qu'ils aient raison pour l'instant. Mais il y a quelque chose que ce raisonnement laisse de côté. Ce cycle s'auto-alimente. Plus l'Ukraine détourne de troupes vers le nord, plus la Russie progresse à l'est. Plus la Russie progresse, plus Vladimir Poutine fait pression sur Loukachenko pour qu'il fasse de même. C'est une spirale conçue en Russie et exécutée par la Biélorussie. Dans chacun de ces trois scénarios, le véritable objectif n'a jamais été une victoire biélorusse. C'est une victoire russe. Loukachenko serait utilisé comme un instrument de distraction, d'usure, de pression sur plusieurs points en même temps. Ces soldats, pour la plupart sans réelle motivation pour se battre dans une guerre que le peuple biélorusse n'a jamais voulu, mourraient pour que Poutine puisse avancer ailleurs. Et le président de la Biélorussie le sait. Il n'a tout simplement plus le pouvoir de dire non. Mais il y a une dimension dans cette histoire qui va au-delà de tout scénario militaire. Et c'est celle-là que les journaux atteignent rarement. Réfléchissez bien à ce qui se passe ici. Un homme qui a gouverné d'une main de fer pendant plus de 30 ans, qui a survécu à des manifestations, à des sanctions, à la pression du monde entier. Cet homme prie Dieu pour que la guerre n'ait pas lieu, parce qu'il sait qu'il ne contrôle plus rien. Loukachenko n'est pas devenu fou. C'est un homme qui a perdu le contrôle de son propre pays et qui ne l'a pas encore avoué au monde entier. En 2020, il a choisi de survivre politiquement, mais cette survie a coûté la souveraineté de la Biélorussie. Et ce prix est désormais exigé en versements de plus en plus importants. Oreshnik, installé sur le territoire biélorusse, n'obéit pas à Loukachenko. Les drones qui traversent l'espace aérien de la Biélorussie ne sont pas contrôlés par la Biélorussie, ils sont contrôlés par la Russie. Les décisions les plus importantes concernant l'avenir du pays ne sont pas prises là-bas, elles sont prises à Moscou, en Russie. La vérité, c'est que la Biélorussie est devenue une base militaire russe avec son propre drapeau. Et Loukachenko exécute aujourd'hui les ordres de Poutine. La question n'est plus de savoir s'il va entrer en guerre. La vraie question est celle-ci. Quand Poutine décidera que le moment est venu, Loukachenko pourra-t-il dire non? L'histoire des 5 dernières années suggère que la réponse est non. Et, alors que l'Europe observe les exercices nucléaires de cette semaine avec une inquiétude croissante, il convient de rappeler une chose. Ce n'est pas le début d'une crise. C'est le résultat d'un choix fait en 2020 dont on paie le prix maintenant, en temps réel. Tranche par tranche. La tranche que Loukachenko paie aujourd'hui porte le nom de souveraineté. Et elle a été dépensée il y a longtemps. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la Biélorussie va réellement entrer en guerre en Ukraine? Ou Loukachenko a-t-il encore une marge de manœuvre pour résister à la pression de Poutine? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce contenu vous a permis de voir le conflit sous un angle différent, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce jeu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Nous revenons chaque semaine avec des analyses qui vont au-delà de l'actualité. À la prochaine vidéo.